Cette époque est l'âge d'or de la chevalerie. Mac va découvrir comment s'entraînent les chevaliers grâce à une troupe de reconstitution médiévale. Spécialistes de la guerre et du maintien de l'ordre, les chevaliers sont au service d'un seigneur. Ici, un comte de Picardie. Bon, ces fameux chevaliers, qui sont-ils? Est-ce qu'on peut donner une définition? Tout simplement, un chevalier, c'est quelqu'un qui se bat à cheval. Mais alors, quel est son rôle? Il fait la guerre, il fait du maintien de l'ordre? C'est à la fois un soldat et un gendarme, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui se bat pour faire respecter l'ordre et la justice. Ah oui, mais enfin, ça, il fait un peu ce qu'il veut. À l'époque, l'ordre et la justice... Ah ben justement non. À l'époque, le roi et l'Église pacifient la société avec des règles extrêmement strictes. Et le chevalier est vraiment le modèle qui est censé les respecter lui-même et les faire respecter. La majorité des chevaliers ne sont pas des nobles, ce sont des guerriers qui sont recrutés par les nobles pour faire la guerre à cheval. Ils ont vraiment une compétence proprement militaire, hein. Ils ont leur propre armement, leur propre cheval, mais ils peuvent venir de milieux très différents. Par exemple, certains même peuvent être issus de la paysannerie et peuvent retourner à la paysannerie s'ils ne peuvent plus combattre, s'ils n'ont plus les moyens de combattre à cheval, par exemple. À cette époque, c'est souvent très loin de la France que les chevaliers montrent leur bravoure. Retrouvons Mac et Marjolaine au camp des chevaliers. L'image d'Épinal veut que le chevalier soit toujours cuirassé de fer. Pas sous Philippe Auguste. À cette époque, les chevaliers sont encore équipés d'une cotte de maille qui recouvre le buste, le bras et le haut des jambes, et qu'on appelle le haubert. La tête est protégée par un casque, le aume. Tiens, chevalier, voici ton aume. Alors, une fois que j'ai ça, je vois plus grand-chose et j'entends mal. Ah oui, effectivement. Le flanc est protégé par un bouclier en bois, l'écu. Le chevalier est armé d'une épée et d'une lance. Et maintenant, je vais partir à l'entraînement. Eh bien, je vais te suivre comme le fait tout bon écuyer. Suis-moi. En temps de paix, les tournois sont une manière de s'entraîner et aussi de gagner de l'argent. Car les chevaliers vainqueurs peuvent remporter une rançon, confisquer les chevaux et les armes des vaincus ou gagner le cœur des jolies dames. Mais comment devient-on chevalier à l'époque? C'est ce que Mac et Marjolaine, de retour en Picardie, vont découvrir. En temps normal, on ne devient chevalier qu'après des années d'apprentissage aux techniques des armes et du combat. Voilà, l'arme principale du chevalier, Thomas, c'est quoi? C'est l'épée. Ah, l'épée. L'épée, la plus noble des armes pour le chevalier. Alors on sait qu'à l'époque, l'épée, ça pèse extrêmement lourd, on la tient à deux mains. Oh bah je te laisse essayer. Ah non, c'est extrêmement léger. Eh oui. Ça pèse combien? Ça va peser entre 800 grammes et 1,2 kg, 1,3 kg pour une épée à une main, Ah oui, donc ça tient à une main. au XIIIe siècle. La réalisation d'une telle épée nécessite 200 heures de travail. La plus célèbre des épées est sans doute Excalibur, l'épée magique du mythique roi Arthur. La légende raconte qu'il aurait réussi à la retirer d'un roc. Il devient alors roi de Bretagne et installe sa cour à Camelot, une cité mythique où les plus grands chevaliers se réunissent autour d'une table ronde. Perceval, Lancelot du Lac, Merlin l'Enchanteur ou encore la reine Guenièvre sont autant de personnages légendaires dont les exploits font rêver les chevaliers du Moyen-Âge. C'est le bien le plus précieux du chevalier, j'imagine. C'est très très précieux. C'est très précieux. Symboliquement également. Bon, comment on s'en sert? C'est déjà l'escrime, bah non, on peut pas faire Ah de... non. Donc tu utilises ton arme de tranchant, De taille de taille ou des stocks ou des stocks jetons. avec la pointe. Très bien. C'est un chou. C'est la tête de ton ennemi. C'est la tête de mon ennemi. C'est un ennemi qui n'a pas une armure très efficace, pas comme un chevalier. Donc il a son casque, mais il n'a que son gambison. Alors si tu donnes un coup qui vient d'en haut en biais comme ça, tu peux l'atteindre ici, au cou, et peut-être le décapiter. Alors, fais attention, quand même, à ton bras gauche surtout. Oui, pour éviter les retours. Bien. On a des armes aussi tranchantes, c'est impressionnant, hein? Ah, il ne faut pas oublier ce que tu tiens dans la main est une arme de guerre. Une arme de guerre du XIIIe siècle, mais une arme de guerre. Mais l'épée ne suffit pas. Pour combattre, le chevalier doit aussi penser à sa protection. Pour cela, il enfile d'abord un gambison, un vêtement matelassé qui amortit les coups. Puis avec l'aide de son écuyer, le chevalier doit ensuite passer un haubert,
un vêtement en cotte de maille qui pèse entre 12 et 15 kilos. Ouais, d'accord. Et alors, on voit qu'évidemment, l'épée prend du poids, non pas à cause de son poids propre, mais parce que ça pèse sur le bras. Ah oui. En fait, c'est la multiplicité des anneaux qui offre protection. Protection efficace contre les coups d'épée, le haubert est au chevalier ce que le gilet pare-balles est au policier d'aujourd'hui. En Picardie, il est temps pour Mac de passer du statut d'écuyer à celui de chevalier. Cette cérémonie s'appelle l'adoubement. Mac, agenouille-toi. De ce que tu as fait montre de bel esprit et de curiosité, reçois l'adoubement. Au nom de Dieu, je te fais chevalier. Qu'on lui mette les éperons. L'adoubement est un rituel très codifié. Les éperons montrent qu'il est désormais un cavalier accompli. À présent, lève-toi et reçois ton épée. Chevalier, sois-en digne. Merci Thomas. Marjolaine, je suis chevalier. C'est vrai, Mac. Et rappelez-vous, vous avez des privilèges, mais surtout des responsabilités et des devoirs. C'est vrai, je vais défendre la paix et la justice. Absolument. Lors de son adoubement, le chevalier fait le serment de défendre tous les faibles, de ne jamais fuir devant l'ennemi et de servir le droit et le bien contre l'injustice et le mal. Tout bon chevalier doit donc faire preuve de vertu morale. Il doit être fidèle à sa parole et se montrer généreux. Moi, ce qui m'a le plus surpris, Marjolaine, c'est de voir qu'à l'époque, on devient chevalier parce qu'on est un homme valeureux et non pas uniquement parce qu'on est fils de noble ou de chevalier. Oui, au XIIIe siècle, la chevalerie, c'est un véritable ascenseur social. Ça va durer combien de temps, ce système? Ça va durer 5 siècles jusqu'à la Révolution française, mais très rapidement, les chevaliers vont transmettre leurs privilèges à leurs fils plutôt qu'à des écuyers rencontrés par hasard. Et progressivement, on va voir une fusion entre la chevalerie et la noblesse. Cette fusion est à peu près achevée vers 1250, donc à peu près à l'époque de Saint-Louis. Elle est liée à plusieurs facteurs. D'abord, le coût croissant de l'armement, qui fait que, en gros, seule l'aristocratie a les moyens de se payer cet équipement. Également, il faut du temps. Parce que pour pouvoir être chevalier, pour pouvoir faire la guerre en respectant les codes militaires, eh bien, il faut s'entraîner. Et donc, il faut du temps pour ça. Et donc, on peut pas en même temps être paysan et chevalier. Ça devient incompatible, en fait, comme activité. Et puis ces nobles vont arrêter de se battre, de montrer leur valeur. Ces privilèges vont sembler injustes. Et quand l'ascenseur social sera complètement bloqué, au bout de 5 siècles, ce sera la Révolution.